et bienvenue pour un live ensemble. Alors je ne fais pas souvent de live, mais là je me suis dit que c'était plus adapté pour le format. Merci de m'avoir envoyé des questions. L'idée de ce live, c'est de partager davantage sur mon parcours pour que vous appreniez à me connaître. Certains d'entre vous me connaissent depuis déjà très longtemps, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, depuis 2016. D'autres personnes me découvrent et c'est toujours intéressant de faire un retour sur ce qui s'est passé parce que sur les réseaux sociaux, on voit surtout des posts qu'on lit comme ça à la va-vite entre plein d'autres posts et on ne se rend pas compte en fait du chemin parcouru par les gens. Ça me permet aussi de répondre à vos questions. J'ai reçu pas mal de questions hier, donc merci pour ça, ça m'aide aussi à structurer cette intervention aujourd'hui. Je suis très contente de vous parler. Alors ici c'est samedi midi, il est 11h48. Si vous êtes en Europe, du coup il est 6 heures de moins. En ce moment on a 6 heures de différence, parfois on a 7 heures de différence, puisque j'habite en Indonésie, j'habite à Bali. Je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens, qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, quelles sont mes grandes aspirations, mes grands rêves, où est-ce que je vais aussi dans le futur, quelle est ma vision de ma vie et du futur. Donc ça va permettre de mieux me connaître. Parce que je fais parfois des masterclass, des choses comme ça, sur lesquelles je passe assez rapidement sur mon parcours. Donc là, on va aller plus en profondeur. Donc je suis Anne-Claire Méret, j'ai 41 ans, bientôt 42, puisque dans 2 semaines, j'aurai 42 ans. Je vis à Bali depuis 2 ans et demi à peu près. Avant ça, je vivais au Costa Rica. Avant ça, je vivais à Berlin. Avant ça, j'étais assez nomade, puisque j'avais un ancrage à Paris et je mettais mes valises là où le vent me menait. Alors beaucoup en Asie du Sud-Est, à Bali, en Thaïlande, dans d'autres endroits du monde que j'avais très envie de découvrir finalement. Avant ça, j'étais à Paris, vraiment fixe, et avant ça, j'étais à Nantes. Donc j'ai grandi à Nantes, je suis née à Nantes, j'ai grandi à Nantes, et j'ai vécu toutes mes premières années jusqu'à milieu de vingtaine, j'ai vécu à Nantes. Donc on va repartir depuis cet espace-là. Donc je suis issue d'un milieu plutôt modeste, avec 2 parents fonctionnaires. Ma mère était secrétaire de mairie, elle a fait le même travail toute sa vie. Et mon père était agent EDF, il a fait le même travail toute sa vie. Voilà, tout simplement, de 18 ans jusqu'à la retraite. Je viens d'un milieu où on parlait pas de ses émotions, où aller chez un psy, c'était pour les fous. Bien sûr, le coaching, on n'en parle pas, ça n'existait pas, c'était pas accessible. Il n'y avait pas non plus d'intérêt pour la santé naturelle et pour tout ce qui était bio, sain, etc. C'était la médecine conventionnelle, tout à fait classique. Et donc j'ai grandi dans cet environnement-là, avec beaucoup d'anxiété et beaucoup d'insomnie, parce que mon père était très anxieux, très insomniaque. Ma mère était plutôt effacée. Et j'ai grandi avec un petit frère, donc je ne me sentais pas proche. Voilà. Donc j'ai beaucoup ressenti cette solitude quand j'étais petite fille, qui a fait que je suis devenue une grande lectrice. Donc j'ai beaucoup lu de livres, jusqu'à 4 par semaine. Je me souviens, j'allais à la bibliothèque, à la médiathèque de ma ville, de ma petite commune, toutes les semaines, et je lisais beaucoup de livres. Et donc ça m'a permis de m'échapper, de découvrir aussi qu'il y avait d'autres mondes possibles, à travers les mots, réaliser en fait ce que je ressentais, certainement, pouvoir mettre des mots sur ce que je ressentais aussi, ce que j'arrivais pas à faire à la maison. Donc ça a été très riche pour moi d'être une grande lectrice. Et aussi ça m'a permis d'être meilleure en orthographe, en grammaire, et ce qui fait qu'à l'âge adulte, quand j'ai commencé à écrire des livres, c'était un vrai atout. J'ai fait des études littéraires, donc j'ai passé un bac L. Ensuite j'ai fait une école d'art, parce que j'ai toujours beaucoup dessiné depuis petite fille. J'adore les couleurs, la peinture, les dessins, même si j'en fais beaucoup moins maintenant. Ça reste quelque chose qui est proche de moi. J'ai donc fait une école d'art en 3 ans. Ensuite, je me suis mise à travailler et j'avais très envie de quitter le cocon familial parce que ça se passait pas bien depuis très longtemps. Et donc, j'ai travaillé plein de boulots, plein de petits boulots. Pas du tout dans les arts appliqués comme j'avais appris, alors que j'aurais pu trouver un boulot dans la pub ou quelque chose comme ça, mais en fait, pas du tout. J'ai travaillé dans des magasins pendant plusieurs années, donc Zara, H&M, Fnac Éveillé Jeux, j'ai travaillé au cinéma, j'ai fait plein de petits boulots jusqu'à mes 23 ans. Bonjour aux personnes qui se connectent, jusqu'à mes 23 ans, où là il est arrivé un petit accident parce que mon amoureux de l'époque a emménagé chez moi et on avait loué un camion déménagement et on l'a abîmé et donc il a fallu qu'on fasse un prêt pour pouvoir le réparer, pour pouvoir payer la caution.
Et donc on a atterri à la banque et la banquière m'a dit mais c'est pas possible, vous avez 3 petits boulots, vous n'avez pas d'argent de côté, ça va pas du tout. Est-ce que vous voulez pas venir travailler à la banque? Et donc je suis rentrée à la banque par la petite porte grâce à cette conseillère bancaire qui a vu un potentiel chez moi, comme quoi. Hein. Et à l'époque, mon amoureux qui avait fait un BTS, comment on dit ça, je me rappelle plus, action commerciale je crois, voulait travailler absolument dans les banques. Et donc moi je suis rentrée dans la banque avant lui, ce qui est quand même assez incroyable. Lui finalement est toujours dans le domaine banque assurance, même après toutes ces années. Et moi j'y suis restée 1 an et demi. Dans cette expérience, ça a été intéressant parce que je me suis rendu compte que je pouvais faire plus de choses que ce que je savais faire. Donc j'étais capable d'apprendre et que j'étais aussi débrouillarde. Et on m'a confié des petites missions comme ça au sein de l'agence. Et après j'ai demandé plus de missions. Et là on m'a dit non mais là tu comprends pas, les idées elles viennent d'en haut, elles viennent pas d'en bas. Parce que j'avais des missions créatives. Et là je me suis dit bah alors je vais monter en haut. Tout simplement. Et là ça a été vraiment une affirmation de moi. Ce désir de reprendre mes études, d'être quelqu'un qui décide plus que quelqu'un qui exécute. J'avais à l'époque, je crois, 24 ans ou quelque chose comme ça, 24 ans et demi, 25 ans. Et je me rappelle de conversations très très animées avec mes parents qui n'ont absolument pas compris mon choix puisque j'avais un super boulot, j'avais beaucoup d'avantages, de travailler dans une banque, etc. Et j'ai choisi de reprendre mes études et de faire un Master 1 en communication. Et ensuite, je suis partie à Paris pour faire un Master 2 en intelligence économique, ce qui est recherche et analyse de l'information stratégique. À la même époque, juste avant le Master 2, j'ai vécu une agression personnelle assez importante qui a fait que j'étais vraiment contente de quitter Nantes. J'étais vraiment contente de démarrer une nouvelle étape de ma vie. C'était une agression violente, j'aurais pu mourir. Et donc ça a été vraiment quelque chose de significatif dans ma vie. Et il y a eu quelque chose de l'ordre de... Si je suis encore là, c'est qu'il y a une raison et que je vais vivre en fait. Je vais vivre à 1000%. Donc voilà. Donc j'ai vécu à Paris pendant tout un temps, pendant finalement assez longtemps, au moins une dizaine d'années, dans des cages à poules, beaucoup, avec des tout petits appartements mini rikiki, puisque j'avais pas grand chose, hein, je viens pas du tout d'un milieu qui a beaucoup d'argent, et donc je comptais mes pièces. Et ça s'est bien passé parce que j'ai toujours vécu plutôt chichement et j'ai jamais eu des grosses dépenses, je sortais très peu, j'ai jamais bu d'alcool, j'ai toujours mis mon argent là où les choses étaient importantes pour moi. Donc dans mon éducation, dans le fait d'évoluer, de me transformer, d'oser, etc. Dans le fait de développer mon caractère et de devenir celle que je savais que je pouvais être. Je pense qu'il y a peut-être, maintenant que je suis qui je suis, il y a peut-être la Anne-Claire du futur qui a murmuré des choses à la Anne-Claire du passé sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire que j'ai dû me rendre visite certainement dans mon passé et j'ai dû me dire mais hey, regarde, en fait ça va être mieux dans le futur, accroche-toi. Parce que sinon j'avais pas beaucoup de signes que c'était possible. Autour de moi les gens ne faisaient pas preuve de beaucoup de, j'allais dire de courage pour aller vivre leur meilleure vie et ils vivaient je trouve des petites vies. Et d'ailleurs, une des citations qui m'a porté toute ma vie, c'est « La vie est trop courte pour être petite ». Et pour être petite, pour que je sois petite, pour que ma vie soit petite. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai porté vraiment que je porte encore toujours en fait. Que je suis là pour vivre une grande vie si je veux bien me l'autoriser. Alors, donc j'ai fait des études donc, en intelligence économique. Après, j'ai eu des difficultés à trouver un emploi. Alors, on dit faites des études, faites des études. En tout cas, à l'époque, on disait faites des études. Bac plus 5, mais finalement Bac plus 5, c'était pas facile de trouver ensuite un job. Ça m'a pris du temps de trouver un job qui me plaise. Finalement, j'en ai trouvé un vers, je pense que je vais avoir 27 ans, quelque chose comme ça. Et là, je suis restée pendant 2 ans dans le même emploi, 2 ans et demi, je me rappelle plus trop, que j'adorais. C'était pour travailler pour des sites de rencontres. Donc, j'ai été manager, j'ai construit une équipe à Paris et ils m'ont envoyé aussi aux États-Unis pour construire une partie de l'équipe. C'était intéressant, c'était stimulant. J'avais des responsabilités, c'était chouette, j'ai vraiment bien aimé cette période de ma vie. Jusqu'à ce que je me fasse licencier abusivement, puisqu'ils avaient fait un petit montage financier pour faire un montage, en fait la société était américaine, ils utilisaient des employés français sous un montage français, etc. Donc ça s'est pas très bien passé. J'ai eu un licenciement abusif qui m'a emmenée au prud'homme, et donc ça a été une bataille. Voilà. Donc dans ma vie, j'ai eu plusieurs procès, je suis plutôt une batailleuse, en tout cas j'étais une batailleuse dans ma vingtaine. Parce que donc j'ai eu un procès pour mon agression, un procès pour cette bataille avec l'ancien employeur et avec un autre employeur.
Donc j'ai gagné 2 fois, le troisième est resté ouvert parce que voilà, ils ont laissé traîner et finalement j'ai lâché. Il y a beaucoup plus de paix aujourd'hui dans ma vie. Ensuite, alors à la même époque, parce qu'il y a des choses qui se chevauchent, pendant que j'étais employée dans cette entreprise qui finalement m'a licenciée, j'ai vraiment eu des pics d'anxiété, des pics de stress, parce que j'étais stressée en fait depuis l'enfance et je ne faisais pas grand chose pour ça à part prendre des petites pilules, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des décontractants, des somnifères. Donc j'ai pris énormément de choses dans ma vie jusqu'à l'aube de ma trentaine. Et il y a eu un moment où je suis allée en voyage au Maroc avec mon entreprise et je devais tout organiser, donc c'était sur mes épaules et j'ai toujours été très... En fait, j'avais envie d'être bien vue, j'avais envie que ça se passe bien, j'étais très contrôlante dans ce sens-là, etc. Et donc pendant ce voyage de 4 jours, j'ai quasiment pas dormi et j'étais très très stressée. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas vivre comme ça. J'ai même pas 30 ans, je suis une boule de nerfs, je peux pas dormir. J'ai perdu je sais pas combien de kilos en 4 jours, je peux pas manger, j'ai un nœud dans le ventre. Et là je me suis occupée de ça. En fait, quand je suis rentrée, je suis allée voir une clinique du sommeil. Ensuite, je suis allée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e pour faire étudier mon sommeil de façon vraiment plus précise. Et c'est là que le chef de service m'a envoyée vers une naturopathe. Il m'a dit, en fait, mademoiselle, vous ne savez pas dormir, ça s'apprend, vous pouvez aller faire un groupe de rééducation au sommeil et apprendre à prendre soin de vous. À la même période, j'ai commencé une psychothérapie qui a duré 5 ans et j'y suis allée toutes les semaines, puis toutes les 2 semaines pour pouvoir mieux comprendre mon passé, mieux comprendre aussi pourquoi les autres autour de moi étaient comme ils étaient, essayer d'arrêter de les changer et plutôt me changer moi. Donc ça a été, voilà, il y a eu ça, ces choses-là en fait en parallèle, la psychothérapie et la naturopathie qui est rentrée dans ma vie et ça a été boum balaboum, mon monde s'est ouvert en fait. Et je comprends pas comment je pouvais avoir vécu à l'envers toute ma vie parce que, en fait, j'ai toujours cru que parce que j'avais des nuits qui étaient vraiment toutes nazes, j'avais des journées qui étaient ensuite du mauvais pied et que j'avais pas d'énergie et que j'avais de l'anxiété et que j'avais des problèmes de peau, et que j'avais des problèmes hormonaux et que j'avais des problèmes à voir la vie du bon côté, etc. Et en fait, c'est parce que j'avais ces journées-là que j'avais des nuits comme ça. Donc il a fallu que je remette les choses à l'endroit et que je commence à m'occuper de mes journées. Donc c'est ce que la naturopathie m'a appris. Pour les personnes qui ne savent pas, la naturopathie, ça repose sur plusieurs piliers, notamment un repos de qualité, le repos la nuit, mais aussi le repos la journée, réussir à lâcher ce qu'on tient comme ça tout le temps, toute la journée. Ensuite, l'élimination des déchets, s'assurer que le corps n'est pas toxifié, en fait, qu'il n'est pas rempli de toxines, donc on va s'assurer qu'il y a des bonnes éliminations par tous les émonctoires, donc la transpiration, l'urine, les selles, les règles et puis l'expiration du CO2. Donc pour ça, il faut bouger, pour ça, il faut s'assurer que les choses sont en mouvement. Ce qui n'était pas toujours le cas parce que j'étais fatiguée, j'étais tout le temps fatiguée. En fait, j'ai vécu fatiguée jusqu'à ma trentaine. Ensuite, après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pilier? Il y a l'alimentation qui nous convient, qu'on digère bien. Alors, moi, je suis quelqu'un qui a eu mal au ventre toute sa vie. J'ai eu mal au ventre toute ma vie parce que je digérais pas le lactose. Et ma famille me forçait à boire du lait, à manger des yaourts parce que c'était bon pour la santé. Donc, j'ai grandi comme ça avec un ventre qui se nouait, de l'anxiété et d'une mauvaise alimentation très certainement aussi. Donc, j'ai dû apprendre à comprendre ce qui me convenait moi, ce que je pouvais manger, ce qui était juste et ce que je digérais bien. Et puis l'équilibre psycho-émotionnel que j'avais aussi commencé grâce à la thérapie. Alors pour moi la thérapie n'a pas été suffisante, elle a été géniale, ça a été une super base parce qu'en thérapie finalement ce qui se passe c'est qu'à travers le lien avec le thérapeute qu'on voit toutes les semaines, on répare des choses. En fait on vient récupérer des petits bouts de soi, on se comprend mieux, on s'aime mieux tel que l'on est, avec ses défauts, avec ses challenges de vie, avec ses capacités aussi, avec sa lumière, avec ses aspirations. Et ça m'a permis de réparer quelque chose, de faire ce travail pendant plusieurs années. Alors je sais qu'on vit dans une ère où les gens adorent les thérapies brèves et tout ça, et moi aussi. D'ailleurs, j'ai essayé la semaine dernière Psych-K, que j'ai trouvé super. Et je pratique le EFT et j'ai fait plein d'autres choses en thérapie brève. Mais je trouve que dans les thérapies longues, il y a vraiment quelque chose de la restauration du lien qui est possible,
qui n'est pas possible dans les thérapies brèves. Donc voilà, moi je recommande vraiment les deux. Donc la naturopathie pour moi a été extraordinaire et tellement extraordinaire que j'ai décidé d'apprendre la naturopathie, mais pour moi. J'ai pas commencé à l'apprendre pour en faire un métier. D'ailleurs, je ne pensais pas pouvoir en faire un métier viable. Pour moi, c'était quelque chose plutôt de bohème, quelque chose qu'on fait pour soi, quelque chose qu'on fait pour être en santé pour soi, pour ses proches, pour sa famille, pour virer sa pharmacie de médecine conventionnelle qui nous rend malade, etc. C'était vraiment pour moi. Mais à la même époque, j'ai été licenciée, si vous me suivez. Et j'ai continué à travailler dans le même domaine pour un concurrent de mon employeur, parce que comme j'étais en colère, je suis allée taper à la porte du concurrent, où j'ai travaillé pendant à peu près 1 an. Ensuite, j'ai travaillé pour moi-même avec des associés avec qui on a essayé de créer un site de rencontre, parce que c'était dans le domaine des sites de rencontre, et on n'a pas réussi. Donc ça, ces aventures entrepreneuriales-là, ça a duré à peu près 2 ans et demi, pendant lesquels j'étais étudiante en naturopathie. Donc, à la fin de mes études, je me suis dit, bon ok, j'ai bien vu que j'ai essayé différentes choses, ça n'a pas marché, mais mes études me passionnent vraiment à fond, donc je vais me mettre à fond là-dedans et puis je vais continuer. Donc j'ai fait des stages. Donc à l'époque, j'ai pu bénéficier un petit peu du chômage à la fin, après mes aventures entrepreneuriales. Et donc là, j'ai fait des stages. Donc j'ai fait des stages en tant que vendeuse dans des magasins bio, ce qui m'a permis de commencer à être à l'aise avec les personnes qui avaient des questions sur leur santé finalement. Être à l'aise avec les produits, avec les compléments alimentaires, avec le fait d'expliciter ce que j'avais appris d'une façon audible par des clients qui ont 3 minutes, qui ont 5 minutes, qui ont 10 minutes au sein du magasin. Et donc ça m'a fait du bien, ça m'a rendu moins timide, parce que je suis plutôt d'une nature très introvertie, très timide. Et ça m'a permis d'être de plus en plus à l'aise. Ça s'est tellement bien passé que à la base, je devais faire un stage de 3 mois et je crois que je suis restée plus d'1 an dans une boutique dans le 4e arrondissement. Ça, c'était vraiment super. Et j'ai aussi fait d'autres stages puisque je me suis rendue disponible pour travailler pour le Congrès mondial de naturopathie, dont je suis devenue après secrétaire générale pendant plusieurs années parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un de confiance et j'étais là depuis le début. Ensuite, j'ai fait des stages à l'étranger parce que le fait d'avoir rencontré des naturopathes du monde entier au sein de ce congrès, c'était vraiment pour moi magique. Et je me suis dit, mais je vais me porter volontaire pour aller faire des stages dans des endroits absolument magnifiques. Donc j'ai fait un stage en 2014 à Hawaï et j'ai fait un stage en 2015 à Bali auprès de naturopathes qui avaient des petites cliniques absolument géniales. Et donc je pouvais assister à toutes leurs consultations. Et ça a été magique. Ça m'a vraiment montré ce qu'il était possible de faire à l'étranger, puisque la naturopathie n'étant pas reconnue en France, il y avait assez peu de naturopathes qui pouvaient accueillir comme ça des stagiaires et tout ça, parce que pour accueillir des stagiaires, il faut que ça roule, il faut qu'il y ait des gens toute la journée quand même, il faut leur donner des choses intéressantes à faire. Donc dans la clinique où j'étais à Hawaï, il y avait des clients qui venaient pour se soigner de cancer, de choses comme ça. Et j'avais vraiment des choses à faire, j'avais des missions à faire pour les aider toute la journée, donc c'était super. Et à Bali, j'étais plus observatrice. Et la personne qui m'avait permis de faire ce stage, Frédéric, elle m'a aussi demandé de mettre à jour des registres de plantes, de choses comme ça qu'elle avait pour pouvoir avancer son travail, puisqu'elle avait décidé d'ouvrir une petite boutique. Donc je me sentais vraiment utile en fait dans ces 2 stages et c'était très enrichissant pour moi. Ça m'a permis de commencer à découvrir le monde davantage parce que j'avais pas vraiment voyagé avant. Un tout petit peu avec le travail, comme j'avais dit, et puis un petit peu en tant que touriste ici et là, mais vraiment pas beaucoup. J'avais pas du tout cette culture de voyage et j'avais envie d'aller découvrir ce qui se passait ailleurs et c'était important pour moi de le faire. À Hawaï, j'ai découvert l'EFT. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. On tapote sur des points qui sont placés sur des méridiens d'acupuncture. Et ces points permettent de faire circuler l'énergie. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la stagnation énergétique qui est levée. Et ensuite, on peut réinformer notre champ d'énergie que les choses ont changé, que la perspective s'est transformée, qu'on peut faire des nouveaux choix, qu'on peut nourrir de nouvelles pensées et qu'on peut passer à l'action depuis un autre espace. Et ça m'a beaucoup empuissancée. Donc j'ai énormément tapoté pendant les premières années où j'ai appris l'EFT. Donc quand je suis rentrée de Hawaï, j'ai fait des formations en EFT pour devenir praticienne EFT. Et j'ai beaucoup tapoté sur moi pour pouvoir vraiment libérer des couches et des couches et des couches pour pouvoir être plus libre de créer ma vie. Donc
Voilà. Ensuite, j'ai décidé d'étudier l'Ayurveda parce que l'Ayurveda m'intéressait, c'est la médecine traditionnelle indienne. Et j'avais rencontré dans une petite boutique que j'aidais au niveau de leur communication un professeur qui venait du Sri Lanka qui allait enseigner pendant un peu plus d'un an sa formation en Ayurveda et il cherchait quelqu'un à l'époque, l'institut de formation, pour s'occuper de cette promo d'étudiants, ouvrir et fermer la porte, faire imprimer les documents, enfin un peu comme un chef de classe quelque part. Et donc moi j'ai toujours été très maligne et j'ai toujours trouvé des façons de financer mes formations comme ça, en échange de services. Je me rendais beaucoup disponible. Alors, quand on n'a pas d'argent, souvent on a du temps et on peut se rendre disponible pour les gens et on peut faire arriver les choses. Et l'abondance, c'est pas toujours sous la forme de monnaie sonnante et trébuchante. Il y a plein de façons de faire arriver les choses. Donc j'ai fait une formation d'Ayurveda. C'est une formation courte, juste pour comprendre un petit peu les grandes lignes de cette médecine traditionnelle indienne et les différences avec la naturopathie et juste pour avoir cette ouverture de connaissances, de curiosité qui m'intéressait beaucoup. Et là, en rencontrant ce professeur, j'apprends qu'il aimerait bien écrire un livre. Et je lui dis, bah moi j'ai du temps. En fait, je veux bien vous aider à écrire un livre. Donc je suis très volontaire, vous voyez, début de trentaine, très très volontaire pour faire des choses, pour aider les autres. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et donc, et aussi, quelque part, pas trop timide pour me proposer. Et sans prendre les choses personnellement si les gens refusaient. Mais ça m'a quand même ouvert beaucoup de portes de me proposer. Donc, j'ai proposé d'écrire un livre avec moi, enfin de l'aider, d'être son assistante. Donc, on a écrit un synopsis. Et un synopsis, c'est une page de présentation. Et j'ai tapé aux portes de maisons d'édition. Alors moi, je connaissais personne, hein, parce que j'étais à Paris depuis quelques années, mais je n'étais pas du tout connectée, en fait. Je ne connaissais pas les gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens dans les maisons d'édition, vous voyez. Mais je disais tout à l'heure que j'ai travaillé dans une boutique bio dans le 4e arrondissement. Et je me suis souvenu que j'avais un client qui était, lui, dans l'édition, mais dans l'édition de romans. Et donc, est-ce que je travaillais toujours? Je crois que je travaillais toujours au magasin à cette époque-là. Et donc, je l'ai contacté et il m'a dit, bah moi, je peux rien faire pour vous parce que c'est des romans, mais je peux vous orienter vers une amie à moi qui vient de prendre son poste chez First Edition et peut-être qu'elle vous recevra. Et elle m'a reçue. Et malheureusement, elle n'a pas voulu du livre que j'avais soumis avec ce professeur en Ayurveda, mais elle a été curieuse de mon parcours et j'étais sur la fin j'étais en train de passer mon examen en naturopathie et elle m'a demandé de lui faire une petite feuille d'intention sur qu'est-ce que c'est le métier de naturopathe, combien il y en a en France, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est en plein boom, etc., etc. Donc je lui ai envoyé ça dans la semaine et elle m'a proposé d'écrire la naturopathie pour les nuls, alors que j'étais fraîchement certifiée. C'est une grande confiance qu'elle m'a donnée. Donc j'ai écrit ce livre, La naturopathie pour les nuls. Ça m'a pris 9 mois. Donc au début de mon parcours de naturopathe, j'avais plusieurs casquettes. Donc j'ai écrit des livres. J'ai écrit 7 livres en 4 ans, je crois, quelque chose comme ça, sur la santé naturelle. Donc c'était une partie de mes revenus, c'était écrire des livres. Alors c'est pas bien payé, mais c'était quand même, ça faisait quand même bouillir la marmite. Une autre partie de mes revenus, c'était consultation en cabinet. Donc, comment je me suis installée en cabinet? J'ai trouvé des cabinets de chiropraxie, ostéopathie, kiné. Et je leur ai demandé quels étaient les trous qu'ils avaient dans la semaine. Et j'étais volontaire pour occuper les espaces libres, c'est-à-dire en soirée, le mercredi, le week-end. Et j'avais un système avec eux où je payais des rétrocessions. Donc, je leur donnais 20% de toutes les consultations que je touchais. Et rien du tout si j'avais pas de clients. Donc pour eux, c'était bien parce que du coup, les salles étaient occupées quand il y avait des trous et ça leur faisait un complément de revenu qui leur permettait de réinvestir dans leur cabinet, améliorer les locaux, etc., etc. C'est vraiment gagnant-gagnant. Mais j'avais encore une fois cette flexibilité, vous voyez, et cette idée de trouver des solutions. Donc j'ai eu 2 cabinets. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le 8e et dans le 11e avec des gens super sympas. Et moi, je recommande à tous les gens qui se lancent dans la santé naturelle en présence physique d'être dans des cabinets comme ça pluridisciplinaires parce que quand vos collègues savent ce que vous faites, c'est génial parce qu'ils vous envoient du monde et vice-versa. Donc, par exemple, quelqu'un qui vient pour toujours le même type de douleur physique, qui a des inflammations, qui vient pour des choses en kinésithérapie,
potentiellement pourrait bénéficier d'un travail avec un naturopathe pour pouvoir réduire le terrain inflammatoire et pour pouvoir ensuite se libérer de ses douleurs et arrêter de revenir de façon répétitive pour les mêmes choses. Vous voyez où je veux en venir? C'est super enrichissant de travailler ensemble. Donc ça a été bien pour moi parce qu'une partie de ma clientèle venait de la part de mes collègues. Et moi aussi, je leur envoyais du monde. Donc comment j'ai fait pour faire décoller mes activités? Eh bien, j'ai mis des flyers partout. J'ai ouvert un compte Instagram public. Alors moi, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux avant. En plus, j'étais plutôt d'une nature introvertie. Plutôt pas avoir envie de parler en public. Tout ça, j'étais pas à l'aise. Et il a fallu que j'apprenne à faire ça. Donc j'ai pris des cours de parole en public. Notamment parce que quand la naturopathie pour les nuls est sortie, j'ai compris que ma maison d'édition n'allait pas faire grand-chose. Et effectivement, la personne était complètement débordée. Elle avait des centaines de livres à s'occuper. En plus, elle connaissait rien à la santé naturelle. Donc, il s'est passé un truc une fois, c'est qu'on m'a invitée pour parler en public à un événement. Et j'ai dû annuler parce que en fait, je me suis fait une maladie la veille. Je me suis rendue malade. Je me suis fait une grippe. J'étais KO. Mais en fait, c'est le stress qui m'a rendue malade, c'est très clair. Et une fois que c'est arrivé, j'ai compris que je devais m'en occuper et donc j'ai pris rendez-vous avec quelqu'un pour m'aider, pour me former à prendre la parole en public parce que c'était quelque chose qui me terrifiait. Donc j'ai pris quelques cours avec cette personne qui était issue du monde du théâtre, qui aidait spécifiquement les gens qui avaient écrit des thèses, donc plutôt les gens qui étaient dans leur tête, dans leurs idées et qui avaient du mal à les transmettre au public. Et donc j'ai pris des cours avec lui et puis ensuite je me suis inscrite pour des événements Toastmasters. Vous pouvez en trouver partout dans le monde. C'est des événements où vous prenez la parole en public sur des thématiques, on vous donne des petits papiers, etc. Vous avez des retours bienveillants de la part du groupe parce que tout le monde est venu pour la même raison. Tout le monde a peur de parler en public. Je crois que c'est la peur, mais je crois que les gens ont plus peur de parler en public que de mourir. Vous imaginez? C'est quand même fou. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis petit à petit, c'est le faire en fait. C'est faire des interventions dans des librairies, dans des petits cafés, dans des entreprises, devant 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 100 personnes et une fois même 800 personnes. J'ai eu une mission où je devais aller parler pour une grande entreprise pendant 30 minutes sur la santé naturelle et donc 800 personnes, c'est la plus grande salle devant laquelle j'ai parlé, je crois. C'est énorme. Mais ils n'étaient pas venus pour moi, donc il y avait comme un peu moins la pression. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, je vais regarder quand même si j'ai des notes. Alors ouais, pendant mes études de naturopathie, donc les études de naturopathie c'est des études qui sont relativement généralistes et j'ai adoré le professeur qu'on avait eu en psychopathologie, donc c'est-à-dire comprendre ce qui appartient aux névroses et ce qui appartient aux psychoses et qu'est-ce qu'on peut aider nous en tant que praticiens en médecine naturelle et qu'est-ce qu'on ne peut pas aider parce qu'on doit vraiment renvoyer vers un psychothérapeute par exemple. Donc ça c'était un peu l'essence du travail qu'on avait eu pendant cette classe. Et donc j'avais tellement adoré ce professeur, Pierre Corret, qui aujourd'hui est décédé, mais qui a créé une école qui s'appelle Savoir Psy à Paris, que du coup j'ai fait cette école, j'ai fait psychodéveloppement de l'enfant, pour comprendre comment les pathologies viennent à nous en fait, les choses qui se passent mal dans l'enfance, pour pouvoir comprendre tout ça. Ce qui m'a aidé aussi à devenir une meilleure praticienne en EFT, et j'ai aussi fait une formation qui s'appelle Matrix Reimprinting, pour aider à réimprimer des nouvelles croyances une fois qu'on a dégommé les croyances en lien avec les émotions qui étaient inconfortables avec l'EFT. Grâce à ces formations, j'ai découvert le coaching. Le coaching qui pour moi était complètement d'un autre monde. En fait, le coaching, c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait a priori. Pour moi, c'était plus issu du milieu du sport ou du milieu de l'ambition. C'était pour la performance sportive, c'était pour gagner beaucoup d'argent, c'était pour autre chose en fait. C'était pas pour la santé, c'était pas pour le bien-être. J'avais tort, mais je savais pas. Parce que quand on change notre mode de pensée, donc le coaching c'est quoi finalement? C'est la capacité à observer ses pensées, à comprendre où on en est, un état A, et à comprendre là où on a envie d'aller, un état B. Et comment faire pour faire le parcours entre A et B. On va quelque part quand on fait du coaching. Donc jusque-là, moi je m'étais beaucoup concentrée sur le passé, avec la thérapie, avec la libération des émotions, avec plein de choses que j'avais vécues pour moi, dont j'avais eu besoin, pour retrouver de l'énergie, pour me sentir mieux. Et puis, la naturopathie, c'était plutôt dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait le mois prochain? Qu'est-ce qu'on fait dans le trimestre, en fait, comme cure de santé? Mais une fois qu'on a de la vitalité,
une fois qu'on a de l'énergie, c'est ce que j'ai vécu moi pour moi, alors on a envie de voir plus loin. Donc c'est pas pour rien que le coaching est arrivé à ce moment-là dans ma vie, c'est que j'étais prête, j'avais suffisamment d'énergie vitale pour voir plus loin, pour envisager un futur plus grand. J'avais cet élan de vie qui me traversait, que j'avais très envie d'honorer, et d'un coup c'est devenu possible, alors que quelques années auparavant, j'avais pas dû, c'était pas possible pour moi d'envisager du tout la présence du coaching dans ma vie. J'aurais trouvé ça même hallucinant et comme impossible, quelque chose qu'on me vendait. Et je peux comprendre qu'il y a plein de gens qui se disent que le coaching c'est trop beau pour être vrai, parce que peut-être ils n'ont pas de vue et ils se rendent pas compte qu'il en faut pour pouvoir aller quelque part et que ça demande beaucoup de force vitale et de courage pour pouvoir accomplir ses rêves. Donc le coaching n'est absolument pas pour tout le monde. C'est pas pour les gens qui ont fait un burn-out, qui sont en train de récupérer d'un burn-out. Là, vaut mieux se régénérer, mieux vaut aller vers les médecines traditionnelles naturelles, vers la thérapie, vers d'autres choses. Et ensuite, le coaching, c'est quand on a de nouveau de l'énergie. Donc je me suis formée au coaching en Inde, parce que ma formatrice était indienne et britannique et que j'avais appris Matrix avec elle à Londres et que la formation suivante était en Inde. Donc je me suis dit pourquoi pas, on y va. Et c'était génial. En fait, ça m'a ouvert des perspectives extraordinaires. Donc il y avait programmation neurolinguistique, il y avait un petit peu d'hypnose et coaching intensif pendant 12 jours du matin jusqu'au soir. Je suis rentrée transformée. Je suis aussi rentrée amoureuse parce que j'ai tombé amoureuse d'un Indien là-bas. Et donc je suis retournée un peu après et j'ai eu une romance avec lui pendant 1 an. Où on a beaucoup voyagé ensemble en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, à Bali, tout ça. Ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave, puisque après j'ai rencontré des hommes formidables. Vous allez tout savoir avec ce live. C'est vraiment un live très personnel sur mon parcours. En même temps, ma vie amoureuse est aussi très importante dans ma vie. Alors j'ai tellement aimé le coaching que je ne me suis pas arrêtée à cette formation. En fait, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait d'autres formations en coaching. J'ai fait une formation notamment avec Charlotte de Silghi, Effet Chrysalide, sur apprendre à transformer son plomb en or. Parce que lors de ma rupture avec cet homme indien, j'ai voulu comprendre pourquoi j'avais vécu ce que j'avais vécu. Et j'avais beau avoir des outils comme le FT, comme le coaching, comme Matrix, tout ça, je n'arrivais pas à voir dans mes angles morts. Et donc c'est très important de se faire coacher, on gagne beaucoup de temps. Et Charlotte avait donc développé cette super technique qu'elle enseigne. Et donc je me suis formée auprès d'elle, coaching alchimique. C'était 2018, déjà 8 ans, 7 ans. Ensuite, quoi d'autre? Je suis devenue animatrice de cercle de pardon à la même époque parce que j'ai beaucoup utilisé l'énergie du pardon pour pouvoir avancer dans ma vie, notamment en lien avec cette rupture-là aussi. Donc ça a été une année très très intéressante pour moi, avec beaucoup de remises en question. À ce moment-là, je pratiquais la naturopathie, le FT et le coaching en même temps. En fait, j'avais des séances hybrides, j'avais des séances seulement de coaching, des séances seulement de naturopathie et j'invitais le coaching dans mes séances. Ce qui a été génial avec le fait d'inviter le coaching dans les séances, ça a été de redonner le pouvoir aux personnes qui venaient me consulter. Parce qu'en tant que naturopathe, j'avais appris que je devais fournir des recommandations en santé naturelle un petit peu comme une prof, comme une éducatrice. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit éducateur de santé naturelle quand on est naturopathe. Sauf que je n'avais pas appris à rallumer la flamme à l'intérieur des personnes qui venaient me consulter. Et ça, c'était quelque chose qui manquait. Et je m'en suis rendu compte parce que quand je suis devenue coach, il y avait beaucoup d'énergie vitale dans mes consultations. Parce que je savais interroger les gens sur leurs valeurs de vie, sur leur vision, sur pourquoi c'était important pour eux de changer. Et on accrochait ce besoin de changement, cette envie de changement, et donc les transformations, les recommandations en hygiène vitale, à ce socle-là. C'était plus intéressant pour moi, c'était plus intéressant pour eux, et il y avait plus d'énergie qui était libérée, qui leur permettait ensuite d'aller de l'avant et de pouvoir créer leur plus belle vie possible. Vous voyez? C'est fou, hein? Mais c'était la flamme qui manquait, qui faisait que parfois, quand j'avais plusieurs consultations dans la journée, par exemple 3-4 consultations en naturopathie dans la journée, auparavant, à la fin, j'étais fatiguée. Je me disais, oh là là, je suis fatiguée de poser toutes ces questions et de faire autant de recommandations. Et je savais très bien que les gens, ils n'en suivraient pas la moitié au bout d'une semaine parce que c'était trop. Alors que là, avec le coaching, c'est comme si je les rebranchais à la bonne source qui leur permettait, eux, de faire les transformations nécessaires. C'est génial. Ça a changé beaucoup de choses dans ma façon d'aborder la transformation avec mes clients.
Donc pendant tout un temps, j'ai fait du coaching avec mes activités précédentes. Et puis au bout d'un moment, le coaching a pris tellement de place dans ma vie. En fait, j'ai fait d'autres formations de coaching. Ça a pris tellement de place dans ma vie et j'ai compris que finalement, si tu changes ton mindset, bah, tu peux tout changer. J'ai décidé de lâcher la naturopathie. Alors ça a été difficile pour moi. Quelqu'un m'a posé cette question d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça a été challengeant parce que j'avais passé toutes ces années à écrire des livres sur la santé naturelle et à m'établir en fait sur les réseaux sociaux, que les gens me connaissent pour la naturopathie et le FT. Et d'un coup, je shiftais. J'ai senti que pour moi, c'était vital, que c'était là où il fallait que j'aille parce que c'est là où il y avait le plus d'émerveillement, d'enthousiasme, de potentiel. Il y avait une énergie là qui était énorme. Et parfois, on prend des décisions qui sont stratégiques. On se dit, bah voilà, c'est là où les gens m'attendent, c'est là où je devrais être. Et puis finalement, c'est pas ce qui nous épanouit le plus. Ce qui nous épanouit le plus, c'est les élans du cœur. Et donc, j'ai honoré cet élan du cœur et j'ai lâché mon trapèze, comme dirait Olivier Clerc, pour rattraper le suivant. Et donc, j'ai lâché la naturo pour rattraper le coaching. Et pour moi, ça a été hyper épanouissant. Donc, quand je dis ça, bah, je me suis installée 100% en tant que coach. Donc, dès le début, j'ai eu des clients parce que j'avais déjà une clientèle précédemment. Donc, du coup, j'ai fait des petits prix en coaching. Ça a été une posture d'humilité encore. Ça a été, bon, bah, je débute, coaching pur. Je fais des séances à petit prix. Qui veut être les premières séances? Et ça a été très vite rempli. Mais parce que j'avais aussi pris le temps de connecter avec mon audience, avec les personnes qui me suivaient et leur partager ce qui, moi, était génial à ce moment-là dans ma vie, en fait, en termes de transformation. Et donc, ça leur a permis de comprendre et de vouloir vivre un petit peu de ce que moi aussi je vivais. Donc, moi, ce que je vous recommande aussi quand vous vous formez, c'est de continuer à en parler autour de vous, à vos proches, à votre clientèle, si c'est déjà une clientèle, à vos collègues actuels, etc. Parlez-en parce que cet émerveillement, cette excitation que vous allez ressentir, c'est magnétique. Et donc, les gens vont avoir envie de goûter à ce que vous êtes en train de vivre. Et donc, ne sous-estimez pas ce magnétisme que vous avez à ce moment-là. N'attendez pas d'être parfaitement arrivé, parfaitement formé avant de parler de ce que vous faites et de qui vous êtes, parce que vous ratez une étape où les gens pourraient avoir envie d'embarquer avec vous au fur et à mesure. Et c'est ce que j'ai vécu moi. Les gens ont embarqué avec moi au fur et à mesure. Donc, j'ai eu très vite des clients en coaching. Donc, j'ai fait beaucoup de coaching individuel, énormément de coaching individuel pendant des années. Auparavant, j'ai pas expliqué, mais dans mes activités naturaux, j'avais aussi des ateliers. Donc, je faisais des ateliers et des interventions en entreprise et des coachings individuels, enfin des accompagnements naturaux individuels. Donc ensuite, j'ai découvert un super coach. Donc je me suis fait coacher moi-même par un coach australien, Cairo, avec qui je me suis très très bien entendue et il m'a coaché pendant un certain temps. Et il avait une super formation que j'ai faite, Creator Coaching, que j'ai adoré en anglais. Et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais pas, parce qu'il comprenait un peu le français, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais pas aussi le faire en français? Et il m'a dit oui, si tu deviens professeur principal de ma formation. Et donc j'ai dit oui. Et donc j'ai traduit sa formation. Et j'ai été prof principale de sa formation pendant 2 années, Creator Coaching. Et au début, on voulait 12 étudiants, mais en fait, on en a eu tout de suite 24. Donc, on a fait 2 classes. Et donc, pendant 2 années de suite, on a fait... donc, on a eu 4 promos, en fait, sur 2 années. Ça a été magnifique, une super expérience pour moi de transmettre le coaching comme ça auprès de lui, qui avait aussi énormément d'expérience. Donc, moi, j'avais fait moi-même 5 formations. J'étais vraiment passionnée, j'avais énormément de consultations individuelles et en plus le fait de plonger en profondeur dans le fait d'enseigner sa formation à lui, ça m'a permis de gagner du temps et de vraiment incarner le coaching, de vibrer le coaching. Mais de toute façon, j'en parlais tout le temps, matin, midi et soir, certainement dans mes rêves aussi. Et je me suis immergée dans le coaching pendant plusieurs années et c'est, je sais plus ce qu'on dit, il faut 3 ans. 10 000 heures, je sais plus, il y a un truc, il y a un ratio, il y a un calcul qui se fait. Si on veut devenir expert dans quelque chose, il faut vraiment plonger dedans et y aller à fond. Et c'est ce que j'ai vécu avec le coaching et j'ai vraiment super kiffé. Voilà, et je kiffe toujours en fait. Vous voyez, ça fait depuis 2017, je crois, ma première formation de coaching et je suis toujours en méga kiff, en gratitude infinie. Ensuite, j'ai fait l'école de la posture juste, auparavant école de la présence thérapeutique.
de Thierry Janssen. Je ne l'ai pas terminée puisque le Covid est arrivé, donc c'est une école en 3 ans. J'ai fait les 2 premières années. Et après le Covid est arrivé et ensuite j'ai déménagé au Costa Rica, donc c'était pas possible pour moi d'y aller. Mais à l'époque, quand je la faisais au début, je vivais beaucoup en Thaïlande et donc je faisais les allers-retours 5 fois par an pour aller dans cette école absolument géniale créée par Thierry Janssen qui est médecin et psychothérapeute. Et c'est une formation pour aider les accompagnants à avoir une posture juste. Et donc ça c'est aussi une question que quelqu'un m'avait envoyée. Alors je vais regarder. Comment j'ai vécu mon expérience de l'école de la posture juste. Alors c'est marrant parce que à cette époque-là, j'avais quitté l'année précédente cet homme indien dont je vous ai parlé et j'avais vécu une dynamique de perversion narcissique et de masochisme en fait. Parce qu'en face du pervers narcissique, il faut forcément un masochiste, donc quelqu'un qui s'écrase. Et faire cette formation, ça a été pour moi mettre beaucoup de lumière sur une tendance que j'avais eue à mettre des gens sur un piédestal, comme par exemple ce compagnon par le passé, parce que je le trouvais plus avancé que moi spirituellement, parce qu'il était plus âgé, parce qu'il avait déjà réussi dans sa carrière, etc. Et moi, je lui ai remis mon pouvoir. Et donc cette école m'a permis de comprendre des choses très importantes sur comment on fait pour revenir dans son cœur, revenir dans une posture juste, sans prendre le pouvoir sur les autres ou se laisser prendre son pouvoir et comment faire pour être dans une forme d'intégrité qui fait qu'on est toujours bien centré. Alors toujours, c'est impossible d'être toujours bien centré, mais comment faire pour réussir à voir quand on est décentré et revenir dans notre centre. Et donc ça a été vraiment absolument génial. Et puis ça m'a permis aussi de développer ma qualité de présence et beaucoup de méditation, beaucoup de perceptions subtiles sur notre posture, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé à faire tout ça aussi. C'est une très belle école que je recommande toujours en fait. Elle est basée en Belgique, c'est des promotions très hétéroclites avec plein d'accompagnants qui sont à la fois dans la médecine conventionnelle et à la fois dans la médecine traditionnelle naturelle. C'est très enrichissant, donc je recommande. Alors, quoi d'autre ? J'ai aussi fait d'autres choses, je suis formée en Reiki, je suis formée en coaching énergétique avec Mélissa Maillet, qui a été aussi ma coach pendant un certain temps. J'ai aussi fait plusieurs cycles de formation chamanique, mais j'ai assez peu pratiqué. Aujourd'hui, ça ne me parle plus tellement. Je pense que le travail que je fais est finalement très spirituel, mais très ancré aussi. Et j'utilise peu de vocabulaire spirituel, mais finalement, ce que je fais, c'est très en lien avec la manifestation, avec le fait d'incarner ce qu'on veut créer, voilà. de vibrer dans le monde les changements qu'on a envie de voir opérer, et ça fonctionne plutôt bien pour moi puisque c'est ce que je vis dans ma réalité. Donc peut-être pour expliquer qui je suis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, puis ensuite je vais revenir sur les questions. J'ai aucune idée de combien de temps ça fait, j'espère qu'on ne va pas être coupé. Aujourd'hui, donc je vis à Bali, je suis installée ici mais je ne travaille pas physiquement ici. J'ai un visa investisseur puisque j'ai acheté une villa ici, ma maison, ma résidence principale. Et je travaille en ligne, j'ai des formations. Donc ma formation principale c'est Coach from the Heart, où je forme des coachs. Donc après avoir enseigné 2 ans la formation de mon coach Kairo en 2019 et 2020, j'ai volé de mes propres ailes et en 2021 j'ai créé ma propre formation. Depuis, j'ai formé plus de 500 coachs à ma formation Coach from the Heart. Des personnes qui aujourd'hui pratiquent le coaching from the Heart, donc depuis l'espace du cœur, partout dans le monde, chacun, chacune avec leur couleur. Souvent, les personnes ont aussi d'autres casquettes, donc praticiens de santé naturelle, hypnothérapeute, praticien corporel, prof de yoga. Il y a vraiment tout type de profils, quand même beaucoup de profils dans la santé naturelle. Mais pas que, il y a des personnes qui ont fait Coach from the Heart qui sont avocats, qui aujourd'hui font de la médiation. Des personnes qui étaient et sont toujours dans la médecine conventionnelle. Donc j'ai eu plusieurs médecins, je crois que j'ai eu un médecin par promo, quelque chose comme ça. Des personnes qui sont aussi dans l'éducation et qui avaient besoin du coaching pour pouvoir aider les enfants. Voilà, plein de profils très différents et c'est toujours très enrichissant. Au bout de 2 ans, j'ai créé un niveau 2. Donc, il y a un niveau 2 qui existe, qui s'appelle Level Up. Et donc, Level Up, c'est une très belle formation pour aider les coachs qui sont déjà installés, qui ont déjà eu vraiment une belle clientèle, qui ont déjà pratiqué et qui ont envie d'acquérir des nouveaux outils auprès de moi. Donc voilà, c'est ces 2 formations-là qui sont mes formations principales.
Et puis après, j'ai des programmes en ligne et donc j'aide les gens notamment à travailler sur leur rapport à l'argent, parce que ça a été aussi mon chemin à moi. Donc venu plutôt d'un milieu modeste, ayant vécu le stress de ne pas gagner suffisamment d'argent, avoir plein de petits boulots comme j'ai expliqué tout à l'heure, puis devenir débrouillarde, trouver des systèmes d'échange, etc. Puis avoir plusieurs boulots pour jongler et comprendre que finalement, en fait moi j'aspirais beaucoup à la paix intérieure et à trouver une forme d'équilibre et d'abondance qui vient d'un autre espace que de l'abondance financière, mais qui vient vraiment depuis l'abondance de possibilités, de potentiel, de toucher à la magie de la vie. Et c'est ce que j'ai vécu. Et après, ça a ouvert beaucoup de portes pour manifester l'abondance physique, puisque c'est ce que j'ai vécu aussi ces 5-6 dernières années, puisque j'ai vécu de mes activités depuis que je suis entrepreneur, mais depuis 2019, 2020, j'ai commencé à très bien gagner ma vie. 2022, ça a été ma plus belle année où j'ai généré plus d'1 million d'euros cette année-là dans mon activité. Et en tout, ces 3-4 dernières années, on a gagné plus de 2,5 millions dans mon entreprise d'euros. Je dis on parce que je ne suis pas toute seule, donc ça c'est aussi été une sacrée étape pour moi. Donc je suis accompagnée depuis 2018, donc j'ai commencé par avoir une assistante en 2018 pendant 2-3 ans, et puis ensuite Geneviève qui est aujourd'hui mon bras droit m'a rejoint 2020-2021, et puis ensuite on a agrandi l'équipe. Aujourd'hui je travaille avec une dizaine de personnes au quotidien. Donc ce que vous voyez, Anne-Claire Méret, l'entreprise Live from the Heart, c'est pas juste moi, je suis la porte d'entrée, je suis celle qui crée les coachings, je suis le visage, etc. Mais derrière, il y a beaucoup de gens qui m'aident. Et cette ascension, elle n'aurait pas été possible si j'avais été au four et au moulin pendant tout le temps. Voilà, c'est juste pas possible au bout d'un moment de tout faire soi-même. Je recommande quand même de faire soi-même au début parce que c'est très riche de savoir-faire. Et puis au bout d'un moment, de déléguer pour pouvoir rester nous dans cette zone où il y a beaucoup d'énergie, où nous, on se sent capable d'accomplir tout. J'ai créé un programme il y a 2 ans qui s'appelle Créer sa Dream Team, qui est accessible sur mon site internet, et donc vous pouvez y accéder si vous aussi c'est le moment pour vous de créer votre Dream Team. Pendant plusieurs années, j'ai aussi beaucoup aidé les entrepreneurs du bien-être à décoller avec un programme qui s'appelait à l'époque Faire décoller ses activités de thérapeute, je crois, avec Julia Espérance, avec qui j'ai écrit un livre d'ailleurs, qui s'appelle Faire décoller ses activités de thérapeute. Entreprendre en tant que... non. Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être. On va y arriver. Parce que j'ai aussi les titres en anglais dans ma tête, parce que mes derniers livres sont aussi publiés en anglais. How to Succeed as a Wellness Entrepreneur. Et mon dernier livre que j'ai écrit par moi-même, c'est Millionaire from the Heart, que vous pouvez trouver en anglais et en français, en format papier, en format audio et en format Kindle. Donc j'ai écrit en tout 13 livres. Le dernier, c'est un livre de coloriage qui s'appelle Live from the Heart, livre de coloriage que j'ai co-créé avec mon compagnon. Donc j'ai beaucoup créé ces dernières années, c'est génial. J'ai une aspiration aujourd'hui, c'est que j'ai très envie de travailler en anglais. Donc je publie beaucoup plus en anglais sur mon autre compte, Anne-Claire Méret. Si vous voulez me suivre sur l'autre compte, du coup je vais vous faire travailler votre anglais. Et j'ai une chaîne YouTube qui était jusqu'à maintenant dans les 2 langues, mais je vais ouvrir une 2e chaîne YouTube pour avoir les 2 langues séparées et pour que ce soit plus clair. Et j'ai pour aspiration en fait de réussir aussi dans le milieu anglophone. La plupart de mes programmes aujourd'hui sont aussi disponibles en anglais, Make Money from the Heart. J'ai plusieurs choses comme ça qui sont accessibles en anglais. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore rencontré mon audience, donc c'est une posture d'humilité, de redémarrer de zéro. Mais c'est super riche pour moi. Ça fait des années que je vis en anglais à la maison. Et donc c'est super important pour moi de réunir ces mondes-là finalement, que tout soit dans la même langue. Ça ne veut pas dire que je vais finir, que je vais m'arrêter de travailler en français. Je vais continuer à travailler en français, mais j'ai envie de travailler dans les 2 langues. Voilà. Quelles sont les questions que vous m'avez envoyées? Alors j'ai noté d'autres questions. Sur quel thème je me suis déjà fait coacher et comment je trouve des bons coachs pour moi? Excellente question. Alors moi je suis coachée, en ce moment je suis coachée pour YouTube. Donc la personne elle m'aide à voir ce que j'ai vraiment envie de partager avec le monde, ce que j'ai vraiment envie de montrer de moi, voir comment, en fait, là où la lumière s'allume en fait, quand je parle de quelque chose. Parce que quand on est tout seul derrière sa caméra,
souvent la lumière elle s'éteint un peu. C'est au lieu de parce que du coup on est moins connecté à ce qui était vraiment important, ce qui était le plus vivant. Et donc ce coach il m'aide à connecter à ce qui est vraiment vivant en moi, ce que j'ai vraiment envie de partager avec le monde, de comprendre cette essence de ce que j'ai envie de partager dans cet univers YouTube que moi je connais encore finalement assez peu. J'ai publié beaucoup de vidéos sur YouTube, mais c'était uniquement, comme là je fais un live, il va être sur YouTube plus tard, mais c'était pas du contenu spécifiquement créé pour YouTube. Donc en ce moment je vis ça, mais j'ai eu des coachs dans plein de domaines. J'ai eu des coachs sur lesquels j'ai travaillé sur l'amour, sur le rapport à l'argent, sur ma posture entrepreneuriale, sur le fait de porter ma voix, d'exprimer vraiment ma vérité. Donc il y a énormément de choses sur lesquelles j'ai travaillé et sur lesquelles je continue de travailler. Tous les bons coachs ont des coachs, soyons clairs. Les coachs ne vont pas là où ils sont allés par eux-mêmes en fait. On a besoin de gens qui nous aident à révéler notre lumière et beaucoup de gens l'ont fait pour moi et moi je l'ai fait pour d'autres. Et c'est une grande chaîne d'élévation. C'est comme ça que je le vois. Où des gens ont décidé de se reconnecter à leur puissance personnelle, ce qui m'a permis de comprendre que moi aussi ma puissance n'était pas encore complètement révélée, ce qui a permis ensuite à des gens qui m'ont découvert de se dire « Ah mais moi non plus ma puissance n'est pas révélée et donc je veux la révéler et je vais le faire ». Et donc c'est pour moi une grande chaîne de lumière dont on a immensément besoin aujourd'hui pour donner le meilleur dans cette vie. Alors l'une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais, c'est que je trouve que il y a une forme de contentement dans la médiocrité aujourd'hui dans le monde, de gens qui ont comme renoncé et qui se disent mais si c'est comme ça, on peut rien y changer, en fait c'est trop gros pour nous, on peut pas changer le système éducatif, on peut pas changer le système de santé, on peut pas changer le système financier, etc. Mais moi je suis pas d'accord en fait, on récupère le pouvoir, mais le pouvoir il commence par la souveraineté personnelle, il commence par récupérer la main sur sa propre santé, sur son éducation financière, sur sa capacité à créer dans tous les domaines de sa vie, et ensuite on empuissance les gens qui sont autour de nous, et ensuite on enseigne aux gens à être puissants, mais ça part toujours de nous, et à partir de là on se rend compte qu'on peut avoir un impact qui est absolument colossal, et donc c'est pas du tout infaisable, au contraire en fait, et c'est là qu'on se rend compte qu'on devient inarrêtable, qu'on commence à gagner de plus en plus en confiance en soi, et qu'on peut avoir un impact absolument extraordinaire dans le monde. Et donc, ce que je fais, c'est pour moi, bien sûr, mais c'est pour les gens qui m'entourent et c'est pour l'humanité tout entière. Et donc, si vous aussi, vous vous sentez appelé à devenir coach et à vous transformer avec l'art du coaching, sachez que c'est plus grand que vous et que certainement, vous êtes en train, vous aussi, de sentir que vous pouvez contribuer au monde à une toute autre échelle pour élever l'humanité et qu'on sorte de ce marasme dans lequel on est depuis maintenant très longtemps. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont réveillés à ça et on manifeste aujourd'hui autre chose sur la Terre grâce à ce qu'on incarne. Voilà, c'était une parenthèse. Est-ce que j'ai déjà été déçue par un ou une coach et si oui, pourquoi ? Pas vraiment. Alors, moi, je sens vraiment que c'est moi qui fais le taf. C'est-à-dire que quand je paye un coach, c'est pour qu'il me tende un miroir pour que moi, je regarde mes angles morts. Mais c'est moi qui vais faire le chemin. C'est pas le coach qui va faire le chemin à ma place. Là, c'est pas mon coach YouTube qui va faire mes vidéos à ma place. C'est moi qui dois devenir meilleure sur YouTube. Après, c'est ma capacité à être coachable que je dois interroger. C'est plutôt ça. J'ai souvent choisi des coachs pour moi qui étaient à la fois coach, à la fois mentor. Il y a des gens qui avaient accompli ce que je voulais accomplir. Donc par exemple Regan Hillier, qui a été ma coach pendant plusieurs années, elle a créé des millions et des millions et des millions, et elle a formé des millionnaires. En fait, c'est son mojo. Et vraiment depuis un espace de cœur, quoi. Parce qu'elle rayonne, elle fait beaucoup de choses humanitaires. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'elle crée qui m'ont parlé. Et donc, ce que j'avais envie, c'était de télécharger la façon dont les coachs s'étaient autorisés à créer leur plus belle vie et à la fois les laisser me poser des bonnes questions pour que moi je puisse révéler ça de moi. Et donc c'est à moi de faire le travail. Et on va aussi loin que je me l'autorise, on va aussi loin que moi je me permets aussi de leur dire bah là je me sens bloquée, là je sens que j'ai un angle mort, là aide-moi. Et donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc j'ai très peu été déçue moi en accompagnement parce que je sentais que c'était moi qui devais faire le travail. Donc si j'ai été déçue parfois, c'est peut-être par moi aussi.
parce que j'avais pas forcément tout donné. Mais franchement, à chaque fois que j'ai investi et que j'ai dépensé de l'argent, j'ai eu envie de tout donner, soyons clairs. Parce que quand on a investi en soi, ça c'est aussi une des choses que le coaching m'a appris, c'est que quand on paye pour quelque chose, bah on y va en fait. On le fait. Tout simplement, on le fait. Et ce qui est gratuit, bah forcément, c'est pas forcément fait. Alors moi, je fais beaucoup de gratuits, donc j'offre beaucoup de programmes temporairement offerts, des masterclass, des choses comme ça. Et je sais qu'il n'y a qu'un petit pourcentage des gens qui vont vraiment faire les exercices que j'offre, parce qu'ils sont assez peu engagés finalement. Et plus on est engagé, plus on les fait, tout simplement. Sinon, je trouve aussi des bons coachs par recommandation. Voilà, si les gens que j'admire se sont fait coacher, etc., je regarde qui les a coachés. Après, je vais regarder si je peux aussi me permettre de me faire coacher par les mêmes personnes, etc., etc. Qu'est-ce qui m'a motivée à créer ma formation Coach from the Heart? Alors, c'est vrai que j'aurais pu rester prof principale de cette formation que j'ai enseignée pendant plusieurs années. En fait, on avait des avis divergents sur le Covid avec ce professeur qui avait créé cette école de coaching, avec la formation Creator Coaching. Moi, je sentais qu'on était en train de nous la faire à l'envers et que c'était une grosse arnaque du siècle, cette propagande de Covid. Et lui était déterminé à rester la Suisse et à affirmer que oui, Bill Gates avait des belles intentions. Et ça a été très difficile pour moi en 2020 de travailler avec lui puisqu'on n'était pas du tout d'accord et moi j'étais vraiment très affirmée sur les réseaux sociaux, très directe. Voilà, et donc ça a été très difficile pour moi de terminer cette formation ensemble et ça a été ce dont j'avais besoin pour me mettre un coup de pied aux fesses pour pouvoir lancer ma formation. Et d'ailleurs, dès que j'ai ouvert ma formation, dès la première rentrée, j'ai eu 63 étudiants. Alors que c'était la première année que je la faisais, alors que personne ne savait ce qu'il allait avoir dedans. J'avais juste donné le détail de chaque module parce que je savais ce que j'allais créer. Mais comme je l'avais encore jamais enseigné en live, je ne savais pas comment ça allait fonctionner, mais ça a fonctionné tout de suite. Donc il y avait quelque chose pour moi qui était extrêmement bien aligné et qui l'est toujours, puisque les étudiants sont ravis de cette formation et que la magie opère à chaque fois. C'est juste extra. Donc voilà ce qui s'est passé, comme ça vous savez tout. Comment j'explique mon succès? Alors, je dirais la capacité à rebondir. Donc si vous avez été là depuis le début du live, si vous n'avez pas été là, écoutez depuis le début du live parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai rebondi, je suis maligne, je trouve des solutions, je crée des ponts entre les différentes disciplines, etc. Je suis proactive, donc je ne suis pas du tout restée assise sur mes lauriers ou à attendre que les choses m'arrivent. En fait, j'ai fait arriver les choses. Donc il y a vraiment cette proactivité, cette constance aussi, c'est-à-dire que j'ai jamais disparu. J'ai jamais disparu des réseaux sociaux pendant 3 mois par exemple, pendant 1 mois. Ah si, je l'ai fait pendant 1 mois je crois, en décembre 2020. Je fais une petite pause parce que j'ai eu une overdose, c'était comme on était toute l'année sur les réseaux sociaux. J'ai fait juste 1 mois off. Mais sinon, je suis toujours là. J'ai une newsletter mensuelle, elle est là. Je fais des événements réguliers en ligne. Je suis présente. Et je crois que cette présence, ça crée un lien de confiance. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui m'a dit récemment, on ne crée pas des tunnels de vente, on crée des tunnels de confiance. Et la confiance, ça se gagne. Et donc, je pense que quelque part, j'ai réussi à gagner la confiance des gens qui me suivent parce qu'ils me suivent depuis longtemps. Ils m'ont vu tenter des choses et puis encore de nouveau et être résiliente et partager des défis de vie. Ils m'ont vu perdre ma mère en 2022 d'un suicide et traverser cette période très difficile pour moi et remonter et créer des choses et créer ma vie amoureuse malgré des défis et malgré des déceptions. Ils m'ont vu gagner beaucoup d'argent alors que je venais d'un milieu modeste. Donc tout ça en fait ça a créé un tunnel de confiance, on peut dire, qui fait que les gens aujourd'hui ont envie d'apprendre auprès de moi, de se former auprès de moi. Ils ont envie que je les challenge parce qu'ils savent que je vais être comme une amie bienveillante, mais qui veut le meilleur pour eux et qui leur dit oui, tu es capable et tu vas le faire. Et j'ai confiance en toi et tu vas le faire. Et je réponds à toutes les questions dans toutes mes formations. Et même si je suis accompagnée d'autres coachs à mes côtés, je suis toujours là et je réponds à tout. Enfin, à tout là où il y a besoin de moi. Et donc, c'est juste, il y a ça. Après, il ne faut pas ignorer que la période Covid a été bénéfique pour moi parce que j'étais déjà en ligne juste avant. Et tout le monde a basculé en ligne, alors que pour beaucoup de gens, c'était nouveau. Moi, j'étais déjà très confortable en ligne. Et aussi le fait de m'affirmer et de dire qui je suis,
que je ne me ferais pas vacciner, que tout ça c'était du bullshit, etc., etc. Ça m'a permis d'attirer des personnes qui pensaient la même chose ou qui n'avaient pas forcément le courage ou qui ne savaient pas exactement comment mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient. Ça leur a permis aussi de trouver la confiance, de poser davantage de questions, etc. Et donc ça a été pour moi un momentum qui m'a permis de m'élever dans qui je suis et d'affirmer les valeurs qui sont les miennes et la vision de la vie qui est la mienne. Et ça m'a permis aussi de gagner une très belle clientèle fidèle et engagée à ce moment-là. Donc, n'ayez pas peur quand il y a des grands défis comme ça, parce que pour moi, ça a été terrifiant à ce moment-là, parce que avant le Covid, j'étais plutôt, en anglais on dit vanilla, donc à la vanille, quoi. Même si je suis plutôt chocolat en fait, mais à la vanille, c'est-à-dire pas faire trop de vagues. Je parlais des choses qui m'intéressaient, mais qui n'étaient pas très controversées. Et donc pendant le Covid, j'ai dû traverser cette grosse période de controverse qui a fait qu'on m'a beaucoup jeté des tomates et ça a été très très clivant, ça a été très difficile. Et en même temps, j'ai pu trouver ma voie et les gens qui cherchaient cette énergie que moi je porte m'ont trouvé. Donc ça a été super intéressant. Donc c'est des challenges qui nous révèlent et qui sont finalement des grandes opportunités. On transforme encore une fois le plomb en or. Merci Charlotte. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai une stratégie de développement d'activité? Comment je fixe des objectifs à court, moyen, long terme? Alors, par exemple, cette année, j'ai 2 objectifs principaux. C'est m'établir en anglais. Donc, sur mon compte Anne-Claire Méret, je parle davantage en anglais. Et il y a cette nouvelle chaîne YouTube qui va arriver. Donc, j'ai déjà commencé à faire davantage de vidéos en anglais pour devenir meilleure. Mais je vais donc ouvrir cette nouvelle chaîne. Donc, j'ai un coach. Donc, ça, c'est un objectif. Et mon deuxième objectif, c'est continuer à proposer mes formations et programmes en français avec un bon flow, en fait, avec un flow où je respecte mon énergie, où c'est juste pour moi. Alors, j'ai de plus en plus de temps libre, donc j'ai énormément travaillé, moi, depuis que je suis entrepreneur. J'ai créé beaucoup de programmes en ligne. Si vous regardez sur mon site internet, il y en a beaucoup qui sont disponibles tout le temps. On dit evergreen dans le jargon. Et puis, il y en a aussi qui sont disponibles de façon saisonnière. Et donc, il y a cette librairie de choses que j'ai déjà créées par le passé, que je n'ai plus à recréer, puisqu'elle existe et elle est géniale. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce que j'ai déjà créé. Et ensuite, je peux me concentrer sur les coachings en direct, les Q&A au sein de mes programmes et formations, etc. Et c'est ce que j'aime là le plus délivrer, c'est absolument génial. Et avec mon équipe, on a des systèmes de flow qui fonctionnent très bien, où je fais des masterclass, où j'offre du contenu gratuit, etc., où les gens me découvrent, et on peut rentrer comme ça dans mon univers, et après rejoindre mes formations. Donc tout ça, c'est des choses que je faisais finalement très peu avant 2022, avant le million. C'était très organique, et puis depuis, j'ai agrandi mon équipe, ce qui me permet de travailler moins en termes de volume horaire, d'avoir plus de temps pour moi, pour nourrir ma vie amoureuse, pour aller danser, pour depuis peu faire du sport. Je suis inscrite dans une salle de sport holistique absolument incroyable, où ils commencent en faisant des tests sanguins, des tests physiques, etc. pour nous emmener vraiment à un état de santé optimale, c'est comme ils disent, sur plusieurs mois ou plusieurs années. Et donc ça, je peux me concentrer là-dessus aussi. Et j'aimerais bien écrire d'autres livres. Donc voilà, ça c'est aussi dans le pipe. Dans le futur, j'aimerais écrire des livres sur l'amour, peut-être aussi d'autres livres sur l'abondance. Depuis que j'ai écrit Millionaire from the Heart, je ne suis pas seulement une entrepreneur qui a réussi, mais maintenant je suis aussi une investisseur qui réussit. Donc j'ai plusieurs sources de revenus aujourd'hui que je n'avais pas avant. Et donc ça, c'est aussi assez génial, puisque j'ai investi dans différentes choses, des entreprises, plusieurs entreprises, dans les métaux précieux, dans les cryptos, etc. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir solidifié cette assise financière qui me permet de voir plus loin pour un futur absolument extraordinaire et magique. Et j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui s'autorisent à vivre comme ça. Et c'est aussi pour ça que je vais continuer à faire des masterclass offertes, des petits sets d'exercices offerts, qu'il y aura toujours des livres qui vont être disponibles et des vidéos sur YouTube, etc. etc. Est-ce que je pense continuer à proposer des programmes et des formations en coaching, ou est-ce que je me vois opérer un nouveau virage? Non, en fait, je me vois vraiment faire ça. Alors après, quand j'ai commencé à danser le zouk brésilien, je me suis dit, est-ce que je vais devenir tellement passionnée de zouk brésilien que je vais devenir prof de danse? Comme je vais faire un teacher training de zouk. Mais non, je ne vais pas faire ça. Je vais rester prof de coaching et créatrice de programmes de coaching et auteure de livres qui empuissancent l'humanité
pour qu'on se relève, qu'on acquiert davantage de souveraineté dans tous les domaines de notre vie et qu'on ose vivre avec toute cette puissance qui nous a été donnée en fait. C'est ça qui est le plus important pour moi. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour par rapport à tout ce qui m'avait été demandé. Alors je pourrais toujours dire d'autres choses. Peut-être posez-moi des questions dans le chat si vous voulez, puis j'y répondrai en story ou je ferai un deuxième live. C'était assez long, merci aux personnes qui sont restées jusqu'au bout. Si vous souhaitez être accompagné par moi, je prends quelques personnes par an en coaching individuel. Sinon, j'ai donc des programmes en ligne, je vous invite à les regarder sur mon site internet. Et puis la prochaine rentrée de ma formation Coach From the Heart se déroulera en octobre 2025. Et ça va être absolument magnifique, j'adore. Ce sera la 8e fois, vous vous rendez compte, la 8e fois que j'enseigne cette formation. C'est une formation qui est transformatrice pour vous et pour le monde. Donc merci à toutes les personnes qui me font confiance et qui osent récupérer leur souveraineté, marcher sur cette route en fait de récupération de leur puissance et qui sentent qu'autre chose est possible pour eux et pour le monde. Donc ensemble, on transforme le monde. Je vous souhaite un très beau week-end. J'espère que ça vous aura été utile pour comprendre ce parcours qui n'a pas été un long fleuve tranquille, qui n'est toujours pas un long fleuve tranquille, mais qui est quand même de plus en plus facile, je trouve, à mesure que je me dis oui, que j'ai l'audace d'être la créatrice que je suis et que j'ose voir plus grand. Je vous embrasse et à très vite. Bye bye.